from the family and from the lawyers. And at the end of the statements, we will happily take your questions. There is a question and answer function at the bottom of your screen. It says Q&A. Please put your questions in there. And we are now live on Facebook. Anaïs, if you could please just give the journalist instructions en français pour moi. Oui, bonjour tout le monde. Nous sommes maintenant live sur Facebook aussi. Et donc, là, d'abord, la famille va faire un statement, va vous laisser un petit message. Et puis après, Maître Lurquin va aussi nous laisser un petit message. Et on va poser des questions après. Kitty va prendre vos questions. Il y a un petit truc qui dit question and answer sur votre Zoom link. Là, vous pouvez rajouter vos questions et on pourra les voir là-bas. Merci beaucoup. Merci. And Tatiana Rusesabagina, Paul Rusesabagina's wife, will open up today's press conference for us. Tassi, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Me voici ici aujourd'hui pour venir à vous encore une fois pour vous remercier de tous les efforts que vous avez faits pour nous aider à la libération de mon mari. Je remercie spécialement les parlementaires européens du travail qu'ils ont fait pour une résolution qui visait à ramener mon mari à la maison. Je remercie aussi infiniment les parlementaires belges des efforts qu'ils sont en train de faire dans le but de rapatrier le père de mes enfants. Avant de continuer de vous dire beaucoup de choses, mesdames et messieurs, je vous demande la faveur de faire un moment de silence pour les nôtres qui sont morts pendant le génocide et bien sûr pour aussi ceux qui sont morts avant et après la période du génocide jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous dire beaucoup de choses, je n'ai pas assez de temps. Mais j'aimerais vous rappeler grosso modo une petite partie de cette période du génocide qui a fait que beaucoup de gens ne sont plus parmi nous. D'abord, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, le mois d'avril était un mois de cauchemar pour moi. Et je pense que ça va rester gravé dans ma mémoire durant toute ma vie. Le mois d'avril, j'ai perdu mes parents, mes frères et sœurs. Le mois d'avril, j'ai perdu mes oncles et mes tantes. Le mois d'avril, j'ai perdu mes cousins et cousines. Le mois d'avril, j'ai perdu mes nièces et neveux. Le mois d'avril, j'ai perdu mes amis. Le mois d'avril, j'ai perdu mes amis. Enfin, le mois d'avril, j'ai presque tout perdu. Au mois d'avril 1994, j'étais à l'hôtel de Mille-Collines avec mon mari et mes enfants et je remercie le bon Dieu qui m'a accordé cette faveur puisqu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient plus personne dans leur famille. Aujourd'hui, le 21 avril, ça me rappelle de notre pays, que notre pays était en détresse il y a 27 ans. Et ça me rappelle aussi des jours et nuits que mon mari passait à faire tout son possible sans se fatiguer pour aider les gens qui étaient dans l'hôtel, principalement à appeler les gens du monde entier pour venir à notre aide sans se soucier de sa vie qu'il risquait. À la fin, il a pu sauver 1268 vies. Personne n'a été tué, personne n'a été battu, personne n'a été enlevé à l'hôtel. Bien sûr que c'est Dieu qui a sauvé les gens, mais Dieu a utilisé la personne. Et cette personne, c'est bien Paul Rusesabagina. Aujourd'hui, Paul est en grande détresse. Il a besoin de gens comme lui qui peuvent venir à son aide pour le sauver. C'est pour cela que je demande au monde entier
de rassembler tous les efforts afin de sauver mon mari. Je vous rappelle aussi que qui sauve l'humanité, qui sauve une seule personne, sauve l'humanité. I'm going to translate a little bit, summarize what my mother has said for those who don't speak French. Bonjour, hello everyone. I'm here today in front of you, and I'd like to thank you for all the efforts you have done to help free my father, my husband. I would like to specifically thank the European Parliament for all the hard work they put in for the resolution that will help bring my husband home. I would like to also thank the Belgian parliamentaries for all their efforts, their ongoing efforts to bring my husband back to my kids. Before I continue and tell you many things, I'd like to first have a moment of silence in honor of those who we lost during the genocide, but also those who we lost before and after the genocide until today. Ladies and gentlemen, and I'm not going to say a lot of things for you today, but I'd like to give you in summary a small part of this period during the genocide, in which we lost many people. First of all, this day, since 1994 until today, the month of April is one of the worst months for me. It's a nightmare. And I think it's going to be a nightmare for the rest of my life. During the month of April, I lost my parents, my brother, and my sister. During the month of April, I lost my uncles and my aunt. During the month of April, I lost my cousins and my cousin. And during the month of April, I lost my nieces and nephews. During the month of April, I lost all my friends, and I almost lost everything. During the month of April 1994, I was at the Hotel Milcolene with my husband and my children. I thank God for the chance and the favor He gave me to be with my family during this difficult period when other people were not. Today, it's April 21st, and it reminds me that our country was in big trouble 27 years ago. It reminds me the nights and days that my husband spent doing everything he could tirelessly to help people in the hotel. Mostly, he was calling people from all over the world to come our help, and without thinking of his own life. At the end, he was able to save 1,268 lives. No one was killed. No one was beaten. No one was taken from the hotel. Of course, this was an act of God that saved these people. But God used a person, and this person was Paul Rusesabagina. Today, Paul is in dire need of your help. He needs your help and to save him. And this is why I'm asking the entire world to come together and put our efforts together with the goal to save my husband and bring him back. I would like to remind you that when you can save one person, you also can save the humanity. Thank you so much, Tassi, for those compelling words. And thank you so much, Anais, for sharing them in English. Next, we'd like to hear from Roger Rusesabagina, Paul's oldest son. Bonjour. Pour ajouter à ce que maman vient de dire, moi aussi je me rappelle, il y a 27 ans, j'étais un jeune garçon. Je me rappelle assez bien des événements d'avril 94. Je me rappelle mon père, quand on a quitté notre maison, j'ai vu mon père négocier pour la vie des gens pour essayer de sauver les voisins qui s'étaient réfugiés chez nous, qu'il a pris avec à l'hôtel. Ce n'était pas nécessairement des amis, mais juste des connaissances, mais des gens qui lui avaient fait confiance. Ils savaient bien que c'était la bonne personne qui pouvait leur donner un coup de main. J'ai aussi vu mon père, quand on était à l'hôtel, chercher dans son carnet de téléphone pour voir des gens qu'il connaissait encore à qui il pouvait envoyer de l'aide. Donc, en donnant de l'argent aux militaires pour qu'ils aillent chercher ces gens-là. C'est des gens qui ne s'y attendaient pas, qui n'avaient jamais demandé de l'aide, qui ne savaient pas qu'il allait envoyer de l'aide. Et il restait debout toute la nuit pour essayer de penser à qui il peut encore donner un coup de main. Je me rappelle quand on n'avait plus de ressources à l'hôtel, on n'avait plus d'eau, on allait puiser de l'eau dans la piscine, on a bu de l'eau de la piscine,
On s'est lavé avec. Pardon. Et donc, j'ai vu mon père chercher pour trouver un moyen de ramener l'eau à l'hôtel. Il a fini par ramener de l'eau à l'hôtel parce que il se préoccupait de la vie des gens qui étaient dans son hôtel. Il aurait pu prendre le chemin facile et, et sauver sa famille, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais il a décidé de sauver tout le monde. Je me rappelle quand on avait eu la première opportunité de quitter l'hôtel des Mille Collines pour aller vers l'Europe ou juste quitter le Rwanda. Je me rappelle qu'on est montés tous dans le camion, on était dans le camion de l'ONU et mon père devait venir avec. Et nous, on pensait qu'il allait venir avec je crois qu'on était dans le deuxième tour, des gens qui allaient partir. Et je me rappelle quand mon père a dit non, je quitterai jusqu'à la dernière personne à quitter cet hôtel. C'est ma responsabilité. Et aussi longtemps que la dernière personne n'a pas quitté l'hôtel, je serai à l'hôtel. Il a mis sa propre vie en danger, la vie de sa famille en danger, pour sauver ceux qui avaient besoin d'aide. Je me rappelle aussi quand on a quitté le Rwanda pour la Belgique en tant que réfugié. Et on a eu, j'en profite aussi pour remercier la Belgique, le peuple belge, spécialement, qui nous ont accueillis chaleureusement. On n'avait rien, on n'avait plus de pays, et la Belgique a gentiment nous a accueillis, et quelques années plus tard, on a eu la nationalité. Je me rappelle que la majorité des gens qui partaient du Rwanda, qui se réfugiaient aussi en Belgique, passaient par chez nous. Je ne peux pas compter le nombre de gens qu'on connaissait et ceux qu'on ne connaissait pas, qui ont séjourné chez nous parce qu'ils arrivaient en Belgique, qui n'avaient aucune connaissance, ils n'avaient pas d'argent. Et ils disaient, on va passer chez Paul, on peut séjourner là-bas quelques semaines, on a à manger, il peut nous donner des conseils de comment s'adapter dans le nouveau pays. Et il a fait tout ça, il n'était pas censé le faire. Mais il a fait quand même. Je me rappelle quand mon père quand on a tourné le film Hôtel Rwanda et que c'était par surprise pour lui et pour nous tous. Il aurait pu vivre très confortablement en Belgique et pas se soucier des gens qui sont en Rwanda qui souffraient, mais il a décidé de prendre un chemin difficile encore une fois et de parler de ceux qui souffraient. Et ça, c'est aussi, c'était un acte très courageux. Il connaissait les risques, mais il a quand même pris le risque parce que connaissant mon père, il ne va jamais choisir le chemin facile, mais il va choisir le bon chemin. Et aujourd'hui, c'est lui qui est dans la difficulté. Et c'est pour ça qu'on est là en tant que famille pour demander de l'aide pour le sauver. On demande à la Belgique de sauver leurs compatriotes qu'il a si bien représentés en Belgique et en dehors du pays. Et on remercie aussi les parlementaires qui ont travaillé avec nous jusqu'à maintenant et ceux qui continuent à travailler et le peuple belge en général. Merci. Roger, can you summarize what you just said in English also? Right. Yeah. So I just spoke about our journey from 27 years ago, from the first of the genocide in April, I think it was April 7th, when we left our home in Rwanda to go to the hotel in Collins, how I saw my father negotiate for people's lives, people he knew, but were not his friends necessarily. It was just some neighbors that, yes, we spoke to, but they were not friends. I saw my father stand and negotiate for their lives and spend his own money to save these people's lives. He could have said, you know what, I'm just taking my family. These people can stay, they can negotiate for themselves. But he stood there, he said, we're all living or no one is living. When we got to the hotel, I saw him reach into his front list and find some friends or some people he just knew. He knew their lives were in danger, and he was calling day and night. When the fund wasn't working, sometimes he would send troops. He'd say, no, I'll give this amount of money. That's a dangerous zone, but please go check with these people. If they're alive, you bring them to me. These people were not expecting my dad to do that. Some people, he didn't even know them that well, but he did take the risk and put in the time, and he probably slept like an hour a day. He was a young man back then. So I remember all those days. I saw him stand up to gunmen and militias, and he could have chosen the easy path. He could have just said,
I'm just taking my wife and my kids, and it was easier negotiation, cheaper, of course, but he stood up and said no. I remember when we left the Mid-Colonies for the first time and we got caught with the UN and then we had to return to the hotel. That day he said, you know what? We were hoping he was coming with us. We were tired, and me as a young man, I was hoping we can leave because yes, I understood people are suffering, but at the same time, I was scared. So I wanted to get out of there. And I remember my father saying, "I will be the last person to leave this hotel. As long as there's a human being in this hotel, I'm not leaving. The family can leave, everybody can leave, but I'll be the last one. I'll close the hotel. This is my responsibility." But he took up on himself. No one asked him to do it. It was not a job that they gave him. It's not an assignment. Um, and also remember when we moved to Belgium, and we didn't have a country, we didn't have anything. We lived without anything, and we had to start over. And we applied for political asylum, received the asylum, and also thank the Belgian people for the Kingdom of Belgium for giving us a new life because we became refugees. A few years later, became citizens. And I remember most refugees from Rwanda, they all stopped by our home in Brussels. Some people we knew, some people didn't. I remember sometimes I had to sleep on the couch because it was a family that had to take over our bedroom. There's people I didn't know, but my father just thought it was the right thing to do because people are newcomers in the country. Sometimes they didn't speak the language or they didn't have the money. And they'll stay for free. He'd give them advice where to go to apply for asylum. He was just assisting these people. He didn't say, well, this is a Hutu, this is a Tutsi, or this is from the north or the south or the east or the west. He just saw them as a family in need. And every Rwandan most Rwandans know family in Belgium, and they all can attest to this. Many people, some people stopped by and never came back. Most people became friends, for life. Um, so just witnessing my dad's courage and seeing him in the situation he's in now, and now we're here to really ask for help to see if we can get him out of the his is in the worst place anybody can be, and we're asking the Belgian government to go and try to help their citizens. And we'll get to the governmental issues in just a second. I just want to ask you one question. It must be extremely hurtful to read the books, the false narration books and articles that have come out since the genocide from people who you knew and people who you saw were at the hotel, who you saw your father save, and now they have come out with false stories saying that he didn't do it or this didn't happen. All those people who testified, if I can call that testifying, or who wrote books, or all those people, I know them personally. I consider those people family. Their children were my brothers and sisters. We slept in the same bed. We ate in the same plate. All of them, no exception. They all stayed at my house for long periods of time, for a month, for for weeks. Uh, I remember my father personally reaching out to those people, bringing them to the hotel, all of them. I remember some of them who came to Belgium and they set our home because they were scared of Rwanda and they're running away, and they get a lot of help. So that breaks my heart. I cannot attack people personally because I was raised different. And some of those people I consider them family. So it's hard for me to go on television or the radio and say something very negative about a person I used to call my uncle or my aunt, or their children are still my friends, some of them are children are still my family. I grew up with these guys. We've known each other for 27, 30 years. We're just little kids. Maybe if you could just explain briefly for the audience why people have changed their stories and the kind of pressure that they've been under from the Rwandan government that made them do so. At one point, I was angry because I thought these people were probably changing stories because they just want to make money. And you get a good government job. And if you look at all of them who came out, they either got a very good government job or they wrote a book and they wanted to be their book to be successful, or um, just they want to be to the government good side. But after there's just a little bit of
a few days, a few weeks, just thinking about it. I understand these people are in Rwanda. It's not an easy place to be. If you're asked to testify, you have to say the right thing in order to stay alive or stay out of trouble. So I do understand somehow their position, but I think if few people kept quiet, they didn't say anything. So I don't know if these people came out and spoke on their free will or if they were forced to testify. So if they were forced to testify, I can understand. It's still very disappointing that people. I remember some of those, but my father called them his brother, his sister, because what we went through together made us family. We survived together. I remember with those people, we were praying together in 1994. I remember, on April 21st, we were probably, I don't remember exactly what happened on that day. We prayed 3 times a day, holding hands, praying for each other that we will all make it. And then some people come out and say, oh no, this didn't happen. That was really shocking. But we can't change much, and hopefully one day they'll have a chance to clarify what they've been saying. Thank you so much. Anais, if you want to just briefly recap in French, and then we'll move on to the governmental issues and Monsieur Larkin, and then wrap up with Philippe and a little bit of what's happening with the trial in Africa. Oui, Roger, est-ce que tu pourrais nous dire en français un peu ce que tu viens de dire à Kitty? Premièrement, c'est quoi, qu'est-ce que tu ressens sur les gens qui écrivent des livres comme des livres contre l'histoire de ce qui s'est passé à l'hôtel des Mille Collines, de ces mensonges? Qu'est-ce que tu as à dire sur ces livres? Ces livres, les interviews et les communiqués de presse que j'ai entendus, ça m'a choqué parce que, comme je disais à Kitty en anglais, ce sont des gens qu'on connaît, ce sont des gens qu'on considère comme la famille. Il y a des gens que pour moi c'était mes oncles, c'était mes tantes, leurs enfants étaient mes frères et sœurs. On a dormi dans le même lit, on a mangé dans la même assiette. Quand on n'avait pas grand-chose, je me rappelle qu'on n'avait rien, on devait se partager une petite assiette de ce qu'on avait ce jour-là. On s'était promis, c'est comme un pacte de sang, on était frères et sœurs et on était la famille pour la vie. Et de voir ces gens-là écrire des livres et faire des interviews en disant que non seulement ce que mon père a fait en 94 n'était pas vrai, et aussi qu'il mérite la pire des peines, c'était choquant. J'étais fâché au début, mais après, j'essaie de comprendre les gens, et puis avec des amis aussi, ils me disent. Et puis moi, je me suis dit, ces gens-là, parce que comme je disais, ils ont tous eu un très bon travail du gouvernement, tous sans exception. Il y en a qui ont écrit le livre qui a été appuyé par le gouvernement, donc ils en ont profité financièrement. Mais aussi, j'essaie de comprendre les gens parce qu'ils sont au Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays compliqué. Si on leur demande de faire un témoignage, ils doivent faire un témoignage qui va plaire au gouvernement. Donc, des fois, je crois que ça arrive à un point où on doit se sauver. Ils ont peut-être pris ce chemin-là, je ne sais pas, et j'aimerais bien savoir pourquoi. Je sais que mon père ne fera jamais ça, jamais. Mon père que je connais, que j'ai connu pendant toute ma vie, ne va jamais dire ce qui va plaire quelqu'un, mais qui est pas bon. Ça, c'est impossible, il a une tête assez dure. Mais comme je disais, j'espère qu'un jour, tous ces gens-là auront la chance de clarifier ce qu'ils ont dit, parce qu'ils le savent bien et on le sait tous. Et beaucoup de gens, tous les Rwandais le savent. Tous les Rwandais qui nous connaissent ces gens. Ils les connaissent chez nous. Ils ont vécu chez nous, que ce soit au Rwanda ou en Belgique, tous sans exception. Je peux aller sur la liste un par un. Tous, ils ont vécu chez nous. Ils faisaient partie de la famille jusqu'à il y a quelques années qu'ils ont changé d'avis. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'espère qu'un jour on saura. Thank you so much. And now we'll move from these very personal comments and sentiments to talk about what the government of
Belgium is doing, what the government of Rwanda is doing, and what's going on in the Belgian courts with Monsieur Lurquin. En français, s'il vous plaît. Oui, mais je vais être très bref parce que je crois vraiment que le message que vous devez retenir, c'est celui que la famille a donné. Vous aurez vu aussi que c'est un message qui est plus grave et avec peut-être plus d'émotion que lors des différentes conférences de presse, parce que je crois que la situation est grave. Je crois qu'on est en train, un régime est en train d'éteindre la vie et la liberté d'un homme dans les prisons du Rwanda et qu'on est un peu impuissant par rapport à ça. Et je pense vraiment que si l'on écoute ce que vous dites, c'est probablement le seul message qui pourra faire bouger les lignes. Moi, un petit témoignage, c'est qu'en août 94, j'étais au Rwanda, moins d'un mois après la fin du génocide. Et je vous assure que déjà là, à Kigali, on parlait de ce pari fou qu'avait eu quelqu'un que je ne connaissais pas, qui avait accueilli des centaines de Tutsis qui allaient mourir s'ils ne trouvaient pas un lieu de refuge, qu'il l'a fait à l'hôtel des Mille Collines. Et cet homme, c'était Paul Rusesabagina. Or, c'est ça qu'on essaye de casser au niveau rwandais, et c'est ça qu'il faut redire, comme la famille l'a dit, et donc je trouve que l'essentiel du message est passé. Peut-être qu'ils ont traduit maintenant, je ne sais pas si... Yes, so what Vincent is outlining is that the only important message really is that delivered by the family about what happened during the genocide and the fact that they were present and the fact that the regime is trying to rewrite the history of what happened at Hôtel des Mille Collines during the genocide. And Vincent is talking also about his personal experience. He was in Kigali 1 month after the genocide. And the only thing, one of the many things people were talking about was about this crazy man, this crazy bet from this man at the Hotel of des Mille Collines, who has managed to save a lot of people by his courageous actions and deeds. Et donc, je vais quand même vous dire quelques petites choses par rapport à ce qui se passe maintenant. Ce qui est compliqué pour le moment, c'est que ça fait 8 mois maintenant qu'il a été enlevé. Ça fait 8 mois que la famille dit qu'il a été enlevé, qu'on essaye de le prouver. Maintenant, on le sait. Tout se sait. On ne peut plus dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer ou ce qui s'est passé. Et on le sait, on a la preuve de ce qui s'est passé. Aussi, il faut que ça puisse paraître. On sait qu'il a été enlevé le 27 août à Dubaï, qu'on l'a amené à Kigali. On sait qu'il était ligoté, qu'il a été jeté dans une voiture, qu'il a été conduit dans un lieu qu'il ne sait pas lui-même où il est, qu'il a été torturé. Et tout ça, on le sait parce qu'on a la preuve, d'une part, du pasteur qui l'a conduit jusque-là, qui est en aveu de l'avoir fait, et ce sont des preuves qui nous sont données par le parquet même de Kigali. On le sait parce que le ministre de la Justice a reconnu qu'il avait lui-même payé, affrété ce jet privé, et donc on est avec cette certitude qu'un homme, un Belge, qui était à Dubaï, a été enlevé pour être jeté dans les geôles de Kigali. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, Paul Rusesabagina a refusé de continuer à comparer dans un procès qui n'en est pas un, puisque ce sont les mêmes personnes qui l'ont enlevé, qui dirigent ceux qui devraient le juger. Si mon confrère peut résumer, hein. Yes. Il connaît aussi bien la situation. So the story is complicated, and it's complicated mostly by the fact that now it's been 8 months since Mr. Rusesabagina has been kidnapped. We have learned a lot in these 8 months. We now know how he's been kidnapped on 27th of August in Dubai, how he was tied, driven to an unknown location, and tortured. We know this from the bishop, for example, who was the prosecution witness. The bishop explained how he was part of the plot to kidnap him in Dubai. We know this also from the Minister of Justice who admitted paying for the jet
that flew him from Dubai to Kigali. So bottom line, what we know now is that there is a Belgian citizen who was being kidnapped and thrown in Kigali's prisons, and that was where Vincent was going at now. On le sait aussi parce que directement, les organisations internationales de droits de l'homme se sont indignées, ont expliqué ce qu'il en était et pourquoi il y avait cet enlèvement. Un enlèvement qui est dû, et on le répète, au fait que la reconnaissance de Paul Rusesabagina était très large par ce qu'il avait fait pendant le génocide. Les organisations internationales, mais aussi, vous l'avez dit au départ, des parlements, le Parlement européen, le Parlement belge, les barreaux internationaux, tout le monde s'indigne, et c'est ça qui devient compliqué, c'est qu'on sait tout. Les personnes se lèvent pour dire c'est pas juste, ça viole toutes les lois internationales. Et pourtant, il est toujours en prison aujourd'hui. We also know it from international human rights organization because Mr. Rusesabagina is notorious, so his kidnapping could not go unnoticed. We know it from parliaments, we know it from bars around the world. There is a lot of indignation about what happened and how he was kidnapped and how he ended up in Kigali. Donc nous avons porté plainte aux États-Unis contre la compagnie d'aviation. Nous avons porté plainte en Belgique contre l'enlèvement, pour que l'on puisse savoir effectivement ce qu'il en est. Et là, on a des nouvelles du juge d'instruction. Le juge d'instruction a envoyé une commission rogatoire en date du 1er avril aux autorités rwandaises. Donc, ça veut dire que la justice belge enquête sur les conditions d'enlèvement de Paul Rusesabagina. On a une résolution du Parlement européen, vous la connaissez. Donc, à ce niveau-là, au niveau parlementaire, au niveau justice, on avance, mais où on n'avance pas, c'est au niveau des décisions qui doivent être prises par le gouvernement belge notamment, puisqu'au contraire, demain, il y a le ministre des Affaires étrangères qui va être reçu et par l'Europe et par la Belgique, et je ne suis pas sûr qu'ils vont parler de Paul Rusesabagina. We filed on our side, we filed complaints in the US against Gainjet, the company who owns the plane who brought Paul from Dubai to Kigali. In Belgium, there was a complaint before a judge there and against the kidnapping because Paul Rusesabagina is a Belgian citizen and he was kidnapped. So a judge was seized of the matter, and that judge, we know, organized a rogatory commission on 1st of April where he was in Kigali for the purpose of investigating this case. We know that the European Parliament adopted a resolution condemning the kidnapping of Rusesabagina. So we know of all these decisions. What is missing now is a decision by the Belgian government, to seize itself of the matter and request formally the return of Mr. Rusesabagina. And what we know also is that the Foreign Affairs Minister of Rwanda is visiting tomorrow Belgium. And do we know whether the Belgian authorities will discuss with him and will aboard or will raise the matter of the kidnapping of its citizen with the Foreign Minister's Affair of Rwanda will be in the Belgium territory? Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un transfèrement. On ne demande pas que Paul Rusesabagina soit libéré. Il se libérera lui-même parce qu'il prouvera qu'il est innocent de toutes les accusations et dira ce qu'il pense également du régime. Mais ce transfèrement, il faut évidemment l'accord du ministre belge des Affaires étrangères. Il faut négocier, commencer à négocier avec les Rwandais. Pour ça, il faut hausser le ton. Il faut que cette note verbale où il demandait simplement que l'avocat, dans l'instruction qui était ouverte à sa charge, puisse voir son client. C'est quand même pas extraordinaire hein, qu'un avocat puisse aller voir son client. C'est le droit élémentaire. Ils ont fait 3 notes verbales. Personne ne leur a répondu. Il faut que l'on se resitue dans un climat de droit et c'est ça qui manque pour le moment. Et je crois que, à l'écoute de ce que la famille a dit aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire à Rusesabagina, qui est un citoyen belge, qu'on va accepter qu'il soit enlevé et qu'il soit abandonné
dans le fond d'une prison du Rwanda. Et ça, on pense bien avec le monde judiciaire, avec les parlementaires, avec les organisations des droits de l'homme, continuer à faire pression pour qu'on ne confisque pas cette conscience éthique qu'on a chacun. Et c'est ça qu'ils sont aussi en train de faire, et c'est ça qu'il faut faire comprendre. What must be requested by the Belgian authorities is a transfer back to Belgium, not a release. We're not even asking for a release despite the complete illegality in which he was kidnapped. We're just asking for a transfer so that he can be brought before a Belgian judge and have a proper trial and have the liberty to express himself and say the things he wants to say. So we need, for that, we need to put pressure on the Belgian authorities. We need an agreement between Belgium and Rwanda to allow for that transfer to happen. What has happened so far, what we know of, is that there's been 3 notes verbales that were sent from Belgium to Rwanda, and there's been answers to none of these notes verbales. So law must prevail, justice must prevail. After what the family has said today, we cannot accept this kidnapping, and we cannot accept for Paul to be forgotten in a Rwandan jail. The pressure must be continued. We must continue to apply pressure, not only us, but all these international human rights organizations, these countries, these bars, these parliaments. Everyone must join their efforts to make sure that this agreement take place and that Paul be transferred to Belgium to have his trial there, rather than continue for these things to happen in Kigali. Mais je pense peut-être que ce serait intéressant que Maître La Rochelle puisse dire quelques mots que je veux bien traduire sur ce qui s'est passé au Rwanda et éventuellement les requêtes qui ont également été faites au niveau international. So we have been following this since the moment where Paul was kidnapped. Just to briefly recap, the kidnapping, first, about which we have made complaints before human rights organizations, the United Human Rights organizations in Geneva, and these are still pending, and we are feeding them with any new development that is taking place. Paul has been kidnapped, and then he has been taken to an unknown location where he was beaten and tortured for a few days. After that, he was imposed lawyers he didn't want to. So that lasted for quite a while. There was no way for him to exercise his right to have proper lawyers. He was imposed lawyers by the bar together with people in Kigali, and he was not in a position to complain about the kidnapping, complain about the torture, because clearly there was no trust between these imposed lawyers and Paul himself. It's been a nightmare since the beginning. All in all, he's been in solitary confinement now for 235 days. He's completely isolated from the rest of the population in prison. He has a few minutes every week to talk to his family. He has a few, the lawyers are not a complete access to the prison. They are now being searched when they show up to visit him. The communications between the lawyer and Paul are still being monitored. The papers are being confiscated. So the conditions in which he is right now, still as we speak today, is one of constant fear, because he is being monitored. The lawyers are not in complete liberty to exercise the rights to prepare for to prepare for trial. We will discuss about that, because Paul has decided not to participate in this mock trial for reasons which we will expose in a few minutes. So the trial is going on. Paul has decided to not participate in the trial. The main reason being the conditions in which he was not able to prepare, being lawyers not being able to come every day, being searched and everything, but also the time. The documents, the file against Paul is made of thousands and thousands of documents. And these thousands and thousands of documents are only accessible electronically. So Paul has received a few drips of these documents and has not been able to effectively prepare for his trial. I guess I've already said a lot, and I see Mr. Vincent smiling about having to translate all of that. You can go ahead, Vincent. Oh, mais je t'en prie, tu peux faire un petit résumé. Donc, ce que je disais... Moi, je comprends bien l'anglais canadien.
Ce que je disais, c'est que nous suivons la situation de Paul depuis son kidnapping. Nous avons évidemment été appelés par la famille et par les proches de Paul et nous avons vu les conditions horribles dans lesquelles il a été kidnappé, dans lesquelles il a été amené dans un lieu inconnu pour être torturé, dans lesquelles on lui a imposé des avocats qu'il ne connaissait pas, malgré le fait que la famille lui-même indiquait qu'il voulait d'autres avocats. Le fait aussi, je ne l'ai pas dit en anglais, le fait que les avocats qu'il voulait pour le représenter soient Maître Kate Gibson, Maître Peter Choharis et moi-même n'avons jamais pu en fait, avoir d'entretien avec lui, participer au procès, avoir une reconnaissance. Et Maître Lurquin, que j'oubliais aussi, Maître Lurquin, qui le représentait déjà en Belgique, n'a même pas pu avoir accès à son client. Donc, la situation de Maître Lurquin est encore plus fâchante et répugnante, en fait, parce que Maître Lurquin représentait déjà M. Rusesabagina en Belgique avant son enlèvement et les autorités rwandaises ne lui ont même pas permis de voir son client alors que nous étions à Kigali, Maître Lurquin et moi-même, nous étions disposés à voir M. Rusesabagina et les autorités rwandaises ne nous ont même pas permis d'aller voir celui pour lequel j'avais été nommé, mais celui qui était dans le cas de Maître Lurquin déjà son client qu'il représentait déjà dans le cadre des procédures en Belgique. Donc, la litanie des violations des droits à un procès juste et équitable ont continué par la suite. Donc, jamais Maître Gibson, Maître Choharis et moi-même n'avons pu le voir. Jamais il n'a pu bénéficier du temps et des facilités pour préparer son dossier. Son dossier est constitué de milliers de documents auxquels il n'a jamais eu accès. Donc, il a demandé des remises, il a demandé d'avoir accès à un ordinateur. Les autorités même de la prison ont reconnu qu'il avait besoin de temps pour préparer son procès, qu'il avait besoin d'un ordinateur et des facilités nécessaires à la préparation de son procès. Le juge, après avoir reconnu ça, 2 jours plus tard, sans doute après avoir reçu un appel venu de plus haut, a décidé que le procès devait commencer. Et nous avons vu alors les premiers témoins tels que cet évêque masqué et avec des lunettes fumées qui est apparu en cours pour raconter une histoire complètement rocambolesque dans laquelle il a expliqué comment il était le complice des autorités de Kigali pour procéder à l'enlèvement de Paul depuis Dubaï. Donc, what I was saying, I was adding a little bit in French, talking about the fact that Maître Choharis, Maître Gibson, and myself, and Maître Lurquin, who were supposed to be Mr. Rusesabagina's lawyers, have never been allowed to have access to our client, neither by phone or otherwise, to be able to discuss his case with him. And I was stressing out the fact that Maître Choharis, Maître Gibson, and myself were appointed for the purpose of his trial in Kigali, but Maître Lurquin was already representing Mr. Rusesabagina in Belgium. So Mr. Rusesabagina was already Maître Lurquin's client, and Maître Lurquin came to Kigali. We were together in Kigali to try to see Paul and discuss and prepare his case with him, but Maître Lurquin was not even granted access to his client in Kigali, which is really shocking. This is the Kigali authorities proactively blocking a lawyer from seeing the client he was already representing in Belgium. And that's not normal even in Rwanda, right, Phil? That's not normal even in Rwanda. We know of cases where I represent somebody, a client. I have a client in a Rwandan prison, and I had never been blocked from seeing him until the point where it was known that I was represented Mr. Rusesabagina, after which I was blocked from being able to visit that client in Panga prison, where he is currently detained in Rwanda. So clearly, Mr. Rusesabagina's kidnapping was an important point in time where things started to change and restrictions that did not exist before were imposed on how people can be represented and by whom they can be represented in their cases in Rwanda. So what you're saying is this case has not only been detrimental to Paul and harmful to Paul Rusesabagina, but it's been harmful to the entire Rwandan legal system, and the way that they're treating other prisoners is changing and becoming less free and less fair. I can't look. I was not given access. I can talk of my own experience. Here's a man I was able to see in prison without any problems before that. And once they blocked me from seeing Paul, they also blocked me from seeing my other client. Whether that applies across the board to other lawyers and other clients, I cannot say. But from my own experience and my only other client in Rwanda, I can say that this has been the case. Et aussi en français? Ce que je disais, c'est que
à partir du moment où j'ai un autre client qui est emprisonné au Rwanda, et à partir du moment où il a été connu que je représentais Paul Rusesabagina et que je tentais d'aller le voir en prison pour parler de son dossier, les autorisations que j'obtenais toujours au préalable pour aller visiter cet autre client en prison ont cessé d'être émises et on m'a interdit, on ne m'a pas permis d'aller voir cet autre client en prison au Rwanda à partir de ce moment. Donc, l'enlèvement de Paul et les restrictions arbitraires qui ont été imposées à sa représentation devant les tribunaux ont eu des impacts négatifs sur d'autres personnes au Rwanda pour lesquelles, malheureusement, elles ont vu la possibilité de voir leur avocat également restreinte, tout comme pour M. Rusesabagina. Et peut-être ajouter un petit mot par rapport à ça, c'est qu'il y a une contamination par rapport à d'autres dossiers, mais une contamination aussi par rapport au droit belge. L'instruction qui était en cours à la demande des autorités rwandaises depuis le 30 juillet 2019 est une instruction qui ne pourra pas se continuer par le fait que l'avocat, à savoir moi, je ne peux pas aller voir mon client en prison. Donc ça veut dire que, et ça c'est également grave, mais ça peut être un élément déclenchateur pour que les Belges fassent quand même quelque chose, c'est que nos procédures belges sont bloquées à cause de la procédure, des procédures entre guillemets rwandaise. Et ça, cette contamination-là est également très grave. So what Vincent is saying is that also in terms of Belgian procedure, the fact that the client cannot see his lawyer is a serious breach of representation, and that will have impact on how the procedure are done in Belgium. So just to sum it up, from day one, this person was kidnapped. His rights to privileged communication, the right to know the case against him, the right to prepare the case against him, the right to have proper representation, as all have been denied. Everything, all the components of a proper and fair trial have been denied from day one. Donc, pour résumer, toutes les composantes d'un procès juste et équitable, que ce soit le droit d'avoir des communications privilégiées avec l'avocat, le droit de connaître le dossier auquel on fait face et le droit de se préparer pour y répondre, tous ces aspects ont été complètement violés par les autorités de Kigali, ce qui explique en définitive la décision de Paul de ne pas participer au procès. And these violations explain Paul's decision not to participate in this mock and sham trial. Thank you. Thank you so much for summing up, Phil. And now we'd like to open up to questions from the audience. If you can put your question down at the bottom in the question and answer box. Anaïs, if you want to just repeat the instructions en français pour moi. Maintenant, il est temps pour poser des questions. Vous pouvez poser vos questions dans le question and answer, la petite fenêtre qui est ouverte en dessous de votre Zoom là. Vous pouvez aussi mettre des questions dans les commentaires, dans le message sur le côté. One question for Monsieur Lurquin. If you were the prime minister or if you were the foreign minister of Belgium and you were meeting with the Rwandan foreign minister tomorrow, what would you say to him? Mais on a reçu une lettre du Premier ministre belge, M. De Croo, qui disait se rappeler le rôle que Rusesabagina avait joué pendant le génocide. Donc ça, c'est une première chose que je redirais. Parce que lui, il était là en 1994, Paul Rusesabagina, on sait ce qu'il a fait. La deuxième chose que je dirais, c'est que s'ils veulent le juger, on peut le faire. Mais ils l'ont demandé en juillet 2019. Ces autorités rwandaises qui ont demandé que les Belges puissent instruire un dossier. C'est comme une fameuse gifle au système judiciaire belge que de dire 1 an et demi après, puisqu'il n'a pas été arrêté, puisqu'il n'est pas en prison, on va l'enlever nous-mêmes et faire en sorte d'arrêter ce que nous avions demandé comme instruction. Et donc la troisième chose, c'est que maintenant on sait ce qui s'est passé, donc le procès visiblement est entaché de manière définitive, et donc de dire, mais qu'ici on puisse instruire le dossier, qu'on puisse continuer ce qu'on faisait avant, ici en Belgique, et il est évident que Paul Rusesabagina
respectera la justice belge. Donc la seule chose que l'on demande, c'est que, puisque là-bas ce n'est plus possible parce qu'on sait qu'il y a eu un enlèvement au départ et que ça entache tout le procès, que l'on puisse le continuer ici. Et la quatrième chose que je dirais, c'est que c'est possible, puisqu'en 2005, on a le père Tunis qui a eu exactement le même problème et qui a eu un acte de transfèrement pour le faire venir en Belgique. Et puis, je dirais bon voyage et bon retour à Kigali. Can you translate a little bit of Vincent's answer? If not, it's okay. It was a long answer. For me? If you could translate Monsieur Lurcan's answer, but it's okay. It was long. It was long, and I'm afraid not to give it justice, Okay. full justice if I do that. The next question, two related questions, and Phil, these are both for you, from Michaela Wrong. In Western law, shouldn't a conflict of interest of potential witnesses be clearly spelled out and established in court? And she's thinking about Michelle Martin's contract with the Rwandan government. And as far as she's aware, and I believe she's correct about this, the details of the employment were not spelled out in court when she testified, and shouldn't they have been? Absolutely. And this plays on both the fact that he had no time to prepare for his trial and ask for disclosure of all these details. For example, you know, this is some of the things that if he had proper time and proper access to the file against him, that he would have time to do. But normally disclosure, when you start a trial, disclosure is supposed to be completed. And the fact that these facts were never disclosed, but had to be researched by other people. The fact that this person was actually employed by the Rwandan government. I saw this contract being broadcasted by some people, but clearly when you have a conflict of interest like that, it has to be disclosed. It's completely unacceptable that that person was actually working for the Rwandan authorities, doing, as Madam Ms. Wrong is right, doing things that are not clear and that are not detailed or for which we have no precisions in the contract, and now testifies on behalf of those authorities to reveal the things that she talked about at trial. Yes, absolutely. This is completely unacceptable, and any normal and decent court would take a keen interest in finding out what was her employment and whether her testimony is reliable and can be relied upon in view of the past employment. So I can translate that myself if you want. Yes, and then I have two follow-ups on that same topic. Yes, sure, no problem. Donc, c'est une très bonne question de Madame Wrong. Donc, le fait que le témoin avait travaillé pour le gouvernement rwandais dans le passé, que les détails de son emploi n'étaient pas connus, quel travail précisément il avait exercé pour les autorités rwandaises, donc laisse à croire qu'elle était en conflit d'intérêts, ce qui aurait dû être révélé au juge et qui aurait dû être divulgué bien avant son témoignage. Malheureusement, comme Paul n'a pas eu ni le temps, ni les moyens, ni la représentation qui lui aurait permis de se préparer au procès, ces demandes n'ont pu être effectuées, mais indépendamment du fait que ces éléments auraient dû être dans le dossier, le procureur aurait dû, s'il était prêt à commencer le procès, ces éléments auraient dû faire partie du dossier. Et il aurait dû alerter le tribunal et la défense du fait que la dame qui témoignait avait occupé un emploi auprès des autorités rwandaises, un emploi dont les détails n'étaient pas connus, si bien que son témoignage était sujet à caution et des éléments susceptibles d'affecter sa fiabilité et sa valeur probante existaient qui n'ont jamais été divulgués au tribunal ou à la défense. Follow-up questions, yes. Question on the same topic. The fact that the witness wasn't
no one was notified in advance that there was a witness, that the witness just appeared in court. That's not normal procedure, is it? No, it's not normal procedure. From the moment until the moment where Paul decided not to participate in the trial, there has never been a single notification of what would, in lawyers' jargon, we call it the batting order, where normally before a trial starts, you get a full list of what witnesses will come to testify, in what order, and what is the anticipated length of their testimony. This has never been done. Even the testimony of the bishop was not, Paul was not forewarned about that. It was just hidden in a closet in the courtroom and suddenly appeared when the trial judge allowed him to testify without being sworn in. If you remember, that saga was quite the compromise they reached, because Paul was not warned that the fact that this witness was going to testify. The judge allowed him to testify, but without being sworn in, which So that means what is the value of that evidence, and what does it tell about the trust you have in the witness if you prefer him not to be sworn in? You know, and if he wasn't sworn in, that means he wasn't sworn in to tell the truth, correct? no. Well, it means he wasn't sworn in. He never took the undertaking, so to say, you know, before his creator to tell the truth. So what I was saying, and maybe a short translation in French, ce que je disais, c'est que une particularité du dossier à laquelle nous avons été confrontés jusqu'au moment où nous avons participé, jusqu'au moment où Paul a cessé de participer aux procédures, c'est le fait que jamais les témoins n'ont été annoncés d'avance, alors que normalement, dans les procès, surtout des procès de cette envergure, le procureur annonce des semaines à l'avance quel va être l'ordre de ces témoins et l'ordre dans lequel les témoins vont comparaître et le temps que chacun des témoins, le temps prévu pour le témoignage de chacun des témoins. Normalement, dans des procès normaux et civilisés, il y a des dialogues entre la défense et le procureur, où le procureur dit, le témoin A, j'ai besoin de 2 heures pour son interrogatoire. Combien de temps aurez-vous besoin pour son contre-interrogatoire? Ce qui permet de préparer le procès, ce qui permet de faire les demandes de divulgation dans l'ordre de comparution des témoins, ce qui permet aussi de planifier les audiences. Mais visiblement, les autorités ou le procureur à Kigali n'a aucun intérêt à laisser connaître l'ordre dans lequel les témoins viennent. Et même le fameux évêque qui est venu témoigner sans être assermenté, vous vous souviendrez de cette saga où le procureur voulait appuyer ses dires sur la question de l'enlèvement. Donc, il a sorti de son chapeau l'évêque masqué aux lunettes fumées pour permettre d'appuyer son propos. La défense s'était objectée. Donc, le compromis hallucinant auquel le juge est arrivé, c'est de lui permettre de témoigner, mais sans être assermenté. Donc, vous avez ce témoin qui apparaît d'un garde-robe de la cour, qui vient témoigner sans être assermenté et qui a raconté tous les détails de l'enlèvement. Et lui aussi, d'ailleurs, on parlait de conflit d'intérêts un peu plus tôt, toutes les conditions de sa collaboration avec Kigali, l'argent qu'il a reçu, qu'est-ce qui est arrivé? Il était accusé. Il est un co-accusé de Paul et tout à coup, il circule librement. Donc, toutes les circonstances de, normalement, un témoin qui coopère avec le procureur, vous avez tous les détails de sa coopération, combien d'argent il a reçu. Donc, tous ces facteurs sont susceptibles d'affecter la fiabilité de son témoignage, ce qui n'a jamais été fait. Donc, this last bit, maybe I can translate it in English. There was no disclosure about the bishop's deal with the Kigali authorities. Whereas when you have a witness who works together with the prosecution, you want to know the details of his cooperation with the prosecution. Just to come back on the conflict of interest, is that person has received $1 million and all the accusations against him were dropped in order for him to induce him to collaborate with the Kigali authorities. This should have been known. This should have been disclosed, but there was nothing of the sort. He was like a rabbit taking out of the closet and appearing without being sworn. So that's the kind of sham trial that is taking place right now in Kigali. Alors, si je peux ajouter peut-être un petit mot, si Paul Rusesabagina a décidé de ne pas se présenter au procès, c'est ce qu'on appelle un procès de rupture. Un procès de rupture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne considère pas la légitimité des juges. Vous comprenez bien que quelqu'un qui a été enlevé, qui a été torturé pendant 3 jours,
qui est ressorti devant alors un juge pour commencer une procédure, ça fait en sorte que toute cette procédure est entachée d'illégalité. Alors, peu importe à la limite ce qui se passe à l'intérieur du procès. Ce que l'on dit, c'est que l'on aurait pu donner le verdict avant même de commencer le procès, parce que les juges sont des juges aux ordres. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi de demander la seule chose possible, à savoir ce transfèrement, à savoir le fait qu'en Belgique, à la demande des autorités, je le redis encore rwandaises, il y a une instruction qui est ouverte et qu'ici, on pourrait avoir les normes élémentaires de droit. Mais ce que l'on n'accepte pas et ce que Paul Rusesabagina n'accepte pas, c'est effectivement cette légitimité des juges et de ce tribunal qu'on ne reconnaît pas. There's here two questions for both Maître Philippe et Maître Vincent. Monsieur Rusesabagina a en effet été enlevé, ce qui est contraire au droit. Mais certains avancent qu'il y a une jurisprudence internationale qui légitime a priori cette pratique. Par exemple, l'enlèvement des narcotrafiquants par les autorités américaines qui les ont ensuite jugés. Que répondez-vous sur cela? Donc, ce que je répondrais, c'est que les narcotrafiquants, contrairement à Paul, ne faisaient pas face déjà à des procédures en Belgique pour les mêmes faits et le même dossier. Donc, la différence fondamentale dans le cas de M. Rusesabagina, c'est qu'il faisait déjà face à des procédures pour les faits pour lesquels il a été enlevé sauvagement par les autorités de Kigali et jugé. Et le deuxième point, c'est que cette jurisprudence auquel on réfère et par laquelle on tente de justifier l'enlèvement de Paul est minoritaire, puisque dans les représentations que nous avons faites devant le tribunal à Kigali, tous les pays de common law auxquels appartient maintenant le Rwanda, les lignées de jurisprudence qui découlent de la common law, donc de l'Angleterre, de l'Afrique du Sud, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Zimbabwe, donc la jurisprudence qui condamnait fermement le fait de faire tenir un procès après un enlèvement était beaucoup plus importante et beaucoup plus convaincante que cette jurisprudence des Américains, pour laquelle d'ailleurs ils ont été condamnés. Regardez Guantanamo. Oui, effectivement, les Américains ont créé une jurisprudence avec Guantanamo. Ils se sont saisis illégalement de citoyens un peu partout dans le monde pour les juger, mais je ne crois pas que l'on peut prétendre, n'importe quel pays civilisé peut prétendre qu'il s'agit de la jurisprudence majoritaire et que c'est le courant, je dirais, qui doit prévaloir. C'est une jurisprudence minoritaire à laquelle les Rwandais étaient trop contents de se rattacher pour tenter de justifier cet enlèvement qui, à nos yeux et aux yeux de tous les juristes venant de pays civilisés, demeure et jusqu'à ce jour complètement illégal. Oui. Veux-tu le rajouter en français, Vincent? Après, je pourrais traduire en anglais. Mais non, mais je crois qu'il faut être clair. Donc, en juillet 2019, on demande qu'il y ait une instruction à charge de Paul Rusesabagina. On a des auditions qui se font ici en Belgique. Il y a un juge d'instruction. Il y a des enquêteurs. On passe en audition et notamment dans ces auditions, il y a également le parquet de Kigali qui vient de Kigali pour interroger Rusesabagina. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se rendent compte que dans le dossier, il n'y a pas grand-chose, que le juge d'instruction belge n'a pas l'intention de mettre en prison M. Rusesabagina. Et le jour même de son enlèvement, vous avez Lewis Mudge, qui est le directeur pour l'Afrique centrale de Human Rights Watch. Il écrit ceci: le fait que le Rwanda n'ait pas appréhendé Paul Rusesabagina en utilisant une procédure d'extradition légale suggère que les autorités ne pensent pas que leurs preuves ou les garanties d'un procès équitable résisteraient à l'examen d'un tribunal indépendant, les amenant à choisir de contourner l'état de droit. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que pour eux, la seule possibilité de condamner Paul Rusesabagina, c'est de le faire devant un tribunal qui n'en est pas un. Et donc, le fait de se rendre compte de ça, faire en sorte, mais alors on va l'enlever, on va nous-mêmes faire ce que l'on doit faire, pas le juger, mais d'abord le condamner. Et c'est ça que l'on ne peut pas accepter. Parce que si on accepte ça pour un Belge qui est au Rwanda maintenant, alors tout ce qui est violation des droits élémentaires du droit international pourrait être accepté. Cette jurisprudence-là, en tout cas, il ne faut pas qu'elle existe. To translate just to quickly translate what Vincent said, which is important, and to add
to what we said about the jurisprudence. The jurisprudence is a minority jurisprudence created by the Americans. If you look at common law countries and cases from the UK, South Africa, Australia, New Zealand, and even Zimbabwe, you have a richer line of precedents which completely condemn the fact of holding a trial after an illegal kidnapping like that. And what Vincent added, which is very, and also what I said also is that the difference between Paul and narco-trafficking is that he was already, since July 2019, being held for charges in Belgium. There was a trial that had started in Belgium, so he was already facing justice in Belgium for the allegations of Kigali. And what Vincent added, which is really important, is that Louis Mudge from Human Rights Watch issued this, and this is absolutely right. If they had any confidence that their evidence and their court system would be fair enough to allow for a fair trial in Rwanda, then they could have asked for his extradition in Rwanda, which is what they do with everybody else. Rwanda likes to boast that they are asking Canada, France, Belgium, Denmark, Sweden, and God knows who else. And just recently, this lady from the US, they know how to do it properly, how to use legal ways, how to ask for extradition of people who are suspected of having crimes during the genocide or after. Why this exception with Mr. Rusesabagina? Why the high profile kidnapping if they had the evidence and if their courts could sustain a test of whether they could offer him a fair trial? Because it's not the case, and they know it. That's why they resorted to illegal means to bring this man to Rwanda. That's why. There's no other reasons. Ask one more question. There were actually two more questions. One is very quick. Someone asked about the lawyers that are currently representing Paul. Are the current Rwandan lawyers trusted lawyers? And Philippe, if you can just answer that briefly, or Roger, maybe Roger, do you want to answer that? Yes, Kitty, I can answer that. Yes. Yes, they are trusted lawyers, but my dad's case is a very complicated case. I think Philip mentioned there were thousands of documents that he has to read. We need a team of lawyers, 2 lawyers, and it's important to have international lawyers. The lawyers in Rwanda, they're operating in the system. We do fully trust them, but we need international lawyers as well to bring a fresh perspective, to bring a different understanding. And 2 men cannot handle that fabricated case. And it's not Rwanda's problem that we can only have, we choose to have the lawyers that we choose to have for a reason. So, but definitely need international lawyers. And I think too, at the beginning of the case, there were lawyers that Paul did not choose who were imposed on him. And the lawyers that are working with him now are not those imposed lawyers. Exactly. We did have imposed lawyers who were part of the DMI, or the government intelligence, that were representing him for more than a month. So we had to hire our chosen lawyers. It was a long process to get them accepted. So they had to start over the case, and like you said, it's a huge case. So and during that whole time, we had international lawyers ready to go, but they could just not get accepted. And like Mr. Rifkan said, he's been representing Dad for since before my dad was kidnapped. So what is the Rwandan government scared of, just of a lawyer? I think it should be it's a fundamental right in any criminal defense to have at least your lawyer represent you, because what they accuse him of in 2019 is the same thing they accuse him of in 2020 and 2021. So why can't his lawyer be there to defend him? Great. I have one more question for Monsieur Lurcan, and then I have a question for you, Anais. Monsieur Lurcan, are there, and Anais may need to translate for me, but are there cases of other Belgians who have been transferred back to
Rwanda or other Belgians that have been transferred back from Rwanda? La question, c'est est-ce qu'il y a d'autres exemples, est-ce qu'il y a des exemples d'autres Belges qui ont été retransférés du Rwanda en Belgique? La réponse est oui. Et la réponse, il faudrait, on l'a dit au ministre des Affaires étrangères belge parce qu'elle disait que c'était non. La réponse est oui, c'est une réponse que vous connaissez, c'est en 2005. Le père Tunis, qui est ce qu'on appelait un père blanc, qui a eu exactement la même chose que votre père. Savoir qu'il est arrivé, il devait aller autre part, l'avion a descendu à Kigali, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Il a fait un livre d'ailleurs, 75 jours en prison. Et on a commencé les négociations. Et la personne qui pour le moment est en charge du dossier de votre père était la même personne qui en 2005 a abouti au niveau du parquet fédéral au transfèrement ici en Belgique. Mais ce qui était plus compliqué alors, c'est qu'il n'y avait pas d'instruction à charge du père Tunis. Or, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il parte d'une instruction et qu'il revienne dans une autre. Nous avons la chance d'avoir cette instruction qui est ouverte depuis maintenant près de 2 ans. Donc, il n'y a rien. J'ai l'acte, j'ai obtenu du père Tunis l'acte de transfèrement. Je vous assure qu'on change les noms, c'est exactement ce que l'on demande. Donc, il y a une jurisprudence qui n'est pas une jurisprudence ancienne, qui reprend exactement les mêmes problèmes de l'enlèvement, puisqu'il a été repris à Kigali, et le même contexte, et donc on pourrait tout à fait l'appliquer. So there is at least one precedent in Belgium of a transfer in circumstances similar to those of Mr. Rusesabagina, and it's the case of Father Guy Tunis. In 2005, he's a white father. He was arrested from the plane when he was in transit in Kigali. They took him out of the plane and he was arrested and taken to prison. He wrote a book. He spent 70 days in prison in Kigali. And there were negotiations between Belgium and Rwanda, which led to an act of transfer. Mr. Lurquin has in his hands this act of transfer with the name of Mr. Tunis. You just need to change the name there and it could apply in the case of Mr. Rusesabagina for him to be transferred back to Belgium. And one other difference, which should play in favor of the transfer of Mr. Rusesabagina, is the fact that in the case of Père Tunis, there was no instruction open in Belgium against him. It had to be open from the beginning, whereas in the case of Mr. Rusesabagina, there is already an instruction that's open in Belgium. So normally that should even facilitate the issuance of an act of transfer, if only the authorities of Kigali and Belgium could agree on the matter. Thank you so much. Anais, to wrap up, we've talked about and the resolution in the European Parliament and the very strong bipartisan bicameral letter from the United States Congress and the Belgian Parliament. And now I understand there's some new things going on in Spain as well. Can you tell us about that? Yes. So we're very thankful for the Spanish, the Barcelona bar that has signed a resolution to request the release of my father based on all the violation that has happened since the beginning of this case. And so we're very thankful of this major decision from the legal body of Barcelona. And we also hope that the Belgian Parliament can take this as an example, just as the EU Parliament's resolution, to consider the fact that, Mr. Vincent Biruta, who's the Minister of Foreign Affairs of Rwanda, will be in Belgium, and to also ask on humanitarian ground for this release, or to ask for this transfer from my father to go back to Belgium. And so we're very, very happy of this support, but again, we're also looking for the same kind of support from our home country, Belgium. Je répète, donc, nous sommes très, très, très contents et nous remercions le barreau de Barcelone qui a signé une résolution pour la libération de mon père. Et nous sommes très, très contents de ça, comme pour la résolution à l'Union européenne. Et nous aimerions bien rappeler le Parlement belge que ceci peut se faire car d'autres pays en train de nous aider. Et nous aimerions rappeler que pendant la visite du ministre Vincent Biruta, qui reconsidère cette visite et qui puisse considérer que mon père est un citoyen belge qui a besoin de l'aide belge. Et le Parlement peut faire ceci. Et donc, nous sommes très fiers encore de tous ces efforts, de tous ces aides aussi, de tout ce support. Et nous aimerions bien que le Parlement belge aussi reconnaisse ceci et nous aide.
Thank you so much. And I think that on that note, we will wrap up. Thank you all for listening today, for asking questions. Thank you very much for taking the time out of your schedule to listen to the facts of the case of Paul Rusesabagina. And we will be bringing you more details going forward as we have them. Thank you so much. Thank you to you. Thank you.